Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Ravi de vous retrouver, bon week-end à tous, soyez prudents sur les routes, évidemment si vous rentrez de vacances, nous sommes en démarrage ou au départ d'une campagne pour les élections départementales, on vient d'en parler, nous sommes avec Pierre Laurent, donc à la tête du Parti communiste. D'abord, est-ce que vous allez faire massivement campagne comme l'a fait Manuel Valls hier soir à Carcassonne, et est-ce qu'il a raison ? Oui, bien sûr. Moi, je vais parcourir la France. J'ai commencé à le faire et je vais le faire jusqu'au dernier jour des élections. Ce sont des élections importantes avec des enjeux qui concernent directement les Français. Les départements sont le cœur de l'action sociale de l'État. Il y a 72 milliards de dépenses d'action publique et sociale. Donc c'est un enjeu très important, des politiques de solidarité que nous voulons protéger contre les logiques d'austérité budgétaire actuelles. Donc il y a des gros enjeux. Est-ce que vous avez le sentiment de participer à une sorte de sauvetage des partis classiques contre le Front National ? Parce que c'est un peu ça l'enjeu, si on lit la presse de ces derniers jours. Non, je crois que l'enjeu, en tout cas pour ce qui nous concerne, c'est de mobiliser des électeurs qui pour le moment ne sont pas tellement dans cette ambiance électorale, parce qu'on parle très peu des élections départementales, parce que on a jeté le doute, et le gouvernement a une grave responsabilité sur ça, sur l'avenir des départements, dont plus personne ne sait s'ils vont exister ou pas à court terme. Donc il y a un doute général dans la population, il y a une inquiétude sur la politique nationale, et donc il faut mobiliser et concerner les électeurs. Mais je le répète, ce sont des élections qui les concernent de près. Mais je vous ai entendu avec précision, vous dites à un moment, le doute a été jeté par le gouvernement. C'est-à-dire que les premiers mots, je vous pose une question sur le Front National, les premiers mots que vous posez, non pas sur la table, mais face à moi et face à ceux qui nous regardent, c'est les attaques contre le gouvernement. Vous êtes quand même à gauche. Je dis que il faut lever. Non, mais ce sont des élections. Le premier risque de ces élections, c'est une abstention record. D'accord. À nouveau record. Et je pense que beaucoup d'électeurs qui attendent des politiques de justice sociale risquent de ne pas participer au scrutin. Moi, c'est à ceux-là que j'ai envie de m'adresser d'abord, en leur disant, il y a beaucoup d'enjeux dans ces élections, vous avez intérêt à aller voter, et à aller voter pour les candidats. Mais il n'y aura pas de meeting commun avec la gauche au pouvoir, disons la gauche officielle de gouvernement. Non, parce que nous avons un débat national important en ce moment, des désaccords sur la politique gouvernementale, avec des débats qui se prolongent dans les politiques départementales. Oui, ceci étant dit, moi, je ne participerai en aucune manière à donner la main à la victoire de la droite et a fortiori du Front National dans les départements. C'est votre ex-ami Mélenchon, ça. Qui fait quoi ? Qui attise ce type de comportement. Non, mais absolument pas. Vous savez, nous sommes au contraire maintenant dans un moment où on sent bien qu'à gauche, les choses sont en train de basculer en faveur d'une autre. Si, je suis en train de vous répondre sur la construction dans laquelle nous sommes. Nous avons commencé une construction à gauche avec le Front de gauche, mais maintenant nous travaillons avec d'autres. Nous travaillons avec les Verts, il y a beaucoup d'ailleurs de binômes avec les Verts dans les élections départementales. Nous travaillons avec des socialistes. Nous l'avons vu dans la loi Macron et nous le verrons en d'autres occasions. Mais qui pourraient vous rejoindre, par exemple, tous ceux qui... Mais qui peuvent avoir avec nous maintenant des objectifs communs. Parce que ce qui est en train d'émerger à gauche, c'est qu'il faut une autre réorganisation ou simplement de quitter le Parti Socialiste pour retrouver... Mais ça, c'est pas... Moi, j'ai pas à répondre à cette question à leur place. Mais en plus, pour le moment, ils ont un congrès. C'est un souhait de votre part, à l'issue du congrès qui va avoir lieu. Je pense qu'il faut effectivement construire à gauche une autre solution que la solution Manuel Valls actuelle. Parce que c'est une catastrophe pour la gauche et malheureusement, ça va jouer en défaveur de la gauche dans les élections départementales. Donc il faut construire avec les Verts, avec des socialistes, avec le Parti communiste et le Front de gauche, il faut construire une autre solution à gauche. Et je constate que cette autre solution, elle est en train progressivement d'émerger. Est-ce que vous avez contact avec quelqu'un comme Benoît Hamon, par exemple ? Oui, bien sûr. Moi, je discute avec ce qu'on appelle les frondeurs. Il m'arrive de discuter avec Benoît Hamon pour venir en arrière. Non, mais bien sûr, je discute. J'ai rencontré Benoît Hamon. Je rencontre beaucoup de monde à gauche et singulièrement ceux qui portent la critique de la politique gouvernementale. Oui, en ce moment, bien sûr. Et ils cherchent quoi exactement ? Parce que Macron et Valls lui tombent dessus, en gros, très violemment même.
Dans le dernier entretien qu'il a donné au Monde hier, Emmanuel Macron considère que ce sont des gens qui jouent contre leur camp, qui jouent contre l'intérêt de la France, qui jouent contre l'économie du pays. Oui, mais l'interview d'Emmanuel Macron est une nouvelle fois la preuve de l'arrogance dont il a fait preuve d'ailleurs dans tout le débat parlementaire, en ne voulant même pas écouter les députés socialistes qui proposaient d'amender sa loi. Et c'est ce qui est en train de mener la gauche. Dans une centaine d'heures de conversation avec les parlementaires. Oui, mais sans jamais tenir compte de leurs remarques. C'est-à-dire, il a été dans la défense de son texte initial, du début à la fin du débat parlementaire, sans bouger une ligne. Et le résultat, c'est qu'il a rendu le gouvernement minoritaire dans le Parlement. Et il a fallu que Manuel Valls sorte le 49.3, c'est-à-dire l'article le plus antidémocratique de la Constitution, pour s'en sortir. Sur l'aspect du travail le dimanche, justement, la FNAC, qui a été fondée par d'anciens trotskistes que vous avez peut-être connus ou vous avez entendu parler, Max Terret, par exemple, ou André Hessel, le patron actuel de la FNAC, Alexandre Bompard, il dit, moi, c'est pas un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, 5 dimanches, c'est tous les dimanches que je veux ouvrir la FNAC, autrement on coule. Non, mais écoutez, ce débat actuellement, vous allez ouvrir des dimanches et les gens n'ont pas plus pour consommer. Ils ont besoin de temps libre. On est dans une société qui devient folle. On a des millions de gens qui sont au chômage et on en a ceux qui travaillent. On leur demande de travailler toujours plus parce qu'on sait que si on ouvre le dimanche, et les expériences qui existent le prouvent, on ne fait pas travailler d'autres salariés. On fait plus travailler et moins bien travailler ceux qui travaillent déjà. Donc on surexploite une partie de la population et on laisse au bord de l'emploi. On les surexploite pas puisqu'ils sont volontaires et on les paye plus. Non, on les augmente plus. On n'augmente plus les salaires. Nous sommes dans un pays où on n'augmente plus les salaires. On ne va pas réquisitionner les gens en bas de chez eux pour les travailler le dimanche. Mais bon, écoutez, quand vous avez un emploi, enfin soyons sérieux. Moi j'ai discuté avec des salariés concernés. C'est pas à vous que je dis ça parce que c'est un argument qu'on entend souvent. Moi, je discute avec les salariés concernés. Quand vous avez un emploi et que votre patron vient vous dire « ça serait très très bien quand même que vous travailliez le dimanche », c'est la seule manière pour vous de gagner quelques dizaines d'euros supplémentaires. Et par ailleurs, vous sentez sur vous peser la menace que si vous n'acceptez pas, vous risquez à un moment donné ou à un autre de dégager. Eh bien, évidemment, les gens acceptent. En vérité, le soi-disant volontariat est en vérité du travail subi par la plupart de ces salariés. Je veux bien accepter qu'une partie d'entre eux subissent ce que vous décrivez comme un chantage, mais il y a quand même beaucoup de volontaires pour travailler le dimanche. Moi, je connais plein de gens étudiants, des amis de mes enfants, qui sont très contents de travailler le dimanche. Non, mais ils n'y vont pas avec un fusil dans le dos, ils sont très contents. Le problème du travail du dimanche, c'est pas le problème de faire de créer des jobs, de créer des jobs, faut pas exagérer non plus. Mais écoutez, on est en phase de régression sur la question du travail. Alors dans le monde entier, on est en train de, mais oui, je pense que actuellement le modèle qu'on est en train de développer au plan mondial de ce point de vue est tout à fait catastrophique. On revient en arrière sur des conquêtes sociales qui étaient les 2 jours de repos consécutifs, sur le travail de nuit. Le travail de nuit des femmes progresse en Europe. Est-ce qu'on considère que c'est un grand progrès social ? Non, c'est pas un progrès, mais c'est la mondialisation. Donc oui, il y a une sorte de déni du réel. La mondialisation, on peut pas être pour ou contre, c'est la réalité. Mais je crois que je pense que ceux qui défendent cette idée-là, au contraire, défendent une idée très archaïque, parce que dans les pays, y compris ceux qui nous concurrencent, ceux qui va gagner du terrain dans les années à venir avec le développement économique, c'est la volonté des salariés de mieux gagner, d'avoir des salaires qui augmentent, d'avoir des acquis sociaux qu'ils nous envient, comme le droit à la retraite ou le droit au repos le dimanche ou un autre jour selon les traditions culturelles des différents pays. Donc nous ne sommes pas obligés de courir vers le pire. Nous pouvons, au contraire, la France pourrait continuer à jouer un rôle, y compris au plan mondial, pour montrer qu'il y a un autre modèle social possible. Tout à l'heure, vous avez parlé du 49.3. Effectivement, Manuel Valls a expliqué que sur la loi qui concerne le dialogue social, puisque les partenaires sociaux ne se sont pas entendus et qu'il va y avoir une loi, il n'excluait pas du tout d'utiliser une nouvelle fois le 49.3. Le sénateur que vous êtes, le parlementaire que vous êtes, il en pense quoi ? Il est scandalisé. D'abord, nous demandons depuis toujours la suppression de l'article 49.3. Ça, d'accord. Oui, non mais vous me demandez ce que j'en pense. Ouais.
l'article 49.3 est un article profondément antidémocratique, puisque c'est un article qui permet l'adoption sans débat d'un projet de loi. Donc son usage a été de tout temps d'ailleurs dénoncé par la gauche. Hein. Il a été compris par François Hollande. Y compris par François Hollande. Il a parfois été abondamment utilisé par la gauche, par exemple du temps de Michel Rocard. Mais c'est un article profondément antidémocratique. Moi, je suis pour une réforme du travail parlementaire qui rende, au contraire, la voix au Parlement. Je suis pour l'instauration de la proportionnelle au Parlement. Puisqu'il vous l'annonce carrément. Ce qu'il a dit hier, peut-être on va le faire, ça veut dire on va le faire. Non mais ça nous donne une raison supplémentaire de combattre ce projet de loi. Parce que ce nouveau projet qu'on nous annonce, il est mauvais sur le fond. D'ailleurs, certains commencent à l'appeler la loi Macron 2. Et puis, si en plus, d'emblée, on nous dit de toute façon, on vous l'imposera par un espèce de coup de force parlementaire, coup de force justement anti-parlementaire, eh bien, ça fait une deuxième raison de s'opposer à ce projet. Vous parliez tout à l'heure, justement, c'est moi qui l'évoquais, de l'interview d'Emmanuel Macron dans Le Monde. Vous avez lu ce paragraphe où il dit finalement, Benoît Hamon, votre nouvel ami, est vraiment gonflé parce que dans ma loi, il y a une grande partie de ce qui était dans sa loi sur la consommation, et il dit au fond, les obsessions de Benoît Hamon n'ont aucun rapport avec ma loi, mais avec le congrès du PS et la soi-disant constitution d'un pôle de gauche contre Manuel Valls. Non mais écoutez, moi je pense que, bon... Benoît Hamon, des théologiens d'une gauche qui n'existe pas, quoi. Pas du tout. Non, mais je veux dire, Emmanuel Macron est-il un homme de gauche ? Je ne le sais pas. Lui dit oui. Oui, bien sûr qu'il dit oui, mais enfin, tous les actes qu'il produit et toutes les lois qu'il met sur la table vont à l'inverse de ce que la gauche a essayé de construire depuis des décennies. Au nom, soi-disant, mais on connaît cette théorie, c'est la modernisation, il faut être moderne, il faut être dans le 21e siècle. Mais le 21e siècle ne peut pas être un 21e siècle de régression sociale. Au contraire, il faut inventer un nouveau modèle productif, social, écologique, solidaire. Il faut réinventer un nouveau modèle. J'ai une question après à vous poser sur Georges Marchais, mais ce qui a tout autre, c'est sur la fameuse place, vous savez, qui a été débaptisée. Mais où est-ce qu'il fonctionne ce modèle dont vous êtes en train de me parler ? Parce que il y a quand même un truc qui est un peu surréaliste. Mais je ne peux pas vous concernant, mais où est le modèle dont rêve une partie de la gauche en France ? Où est-il au pouvoir ? Mais il est nulle part. Mais il ne peut être nulle part au pouvoir, mais il y a des forces qui cherchent dans cette direction partout dans le monde. Moi, je suis allé à la fin de l'année dernière en Amérique latine. Je discute avec des gens sur le continent asiatique. Je discute en Europe avec beaucoup de forces sociales et syndicales. Et un peu partout, ce débat sur je discute avec beaucoup d'écologistes. Un peu partout, ce débat sur la nécessité d'un nouveau modèle social et écologique est justement en train d'émerger. C'est même le grand enjeu du 21e siècle. En décembre dernier, le conseil municipal de Villejuif, dans le Val-de-Marne, fief communiste depuis 1925, pris par l'UMD, a débaptisé une place, Georges Marchais, au profit donc d'un cancérologue, si ma mémoire est bonne, donc d'un médecin. Et la veuve de l'ancien dirigeant est folle de rage. Je crois qu'on va la retrouver sur l'antenne de LCI tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire ? Je pense que cette décision du maire de Villejuif est scandaleuse. Georges Marchais est un homme politique dont maintenant tout le monde reconnaît qu'il a compté dans la vie politique nationale. Cette place existe à un endroit au cœur d'une ville qui a été dans sa circonscription. Un endroit en plus où il a beaucoup œuvré comme député pour développer le centre de cancérologie de Villejuif, en lien avec le professeur Maté, auquel le maire a cherché à l'opposer à ce cancérologue, alors qu'en vérité, tout le monde sait que Georges Marchais et le professeur Maté étaient très proches. Et qu'ils ont réclamé à la mairie de débaptiser ce qu'elle a débaptisé. Mais il faut revenir en arrière sur cette décision absurde. Et j'entends d'ailleurs des voix extrêmement diverses se prononcer en faveur du fait de revenir sur cette décision, et moi je le soutiens tout à fait. Donc elle a d'ailleurs saisi le tribunal administratif de Melun dans ce sens-là, donc Yann Marchais. Et elle a raison. Qu'on retrouvera tout à l'heure sur l'antenne de LCI. Merci Pierre-Laurent d'être venu débattre d'une manière vive avec nous sur l'antenne de Radio Classique et de LCI ce matin. On va retrouver Hélène, bien évidemment, et Sophie Paolini.